L'histoire s'ouvre au bord d'un lac paisible, aux eaux calmes comme un miroir, où un jeune garçon reflète les nuages d'en haut, et tranquillement assis avec sa canne à pêche. Elders surgit à ses côtés et lui demande soudain s'il désire apprendre la magie, ce à quoi le jeune garçon, pour débuter la leçon de curiosité, suspend une petite cible en bois devant Alec et lui enjoint de se concentrer absolument, entraînement avec des mots, une image si vivante que le garçon s'imagine pris au piège dans une situation périlleuse où l'unique moyen de sauver ses amis est de lancer un sort, et sous cette pression purement imaginaire, Alec se retrouve alors à invoquer un cercle de flammes ténu dans l'air. Guidé par la voix apaisante d'Elders, qui lui dit de respirer, de se détendre et de relâcher, le garçon stabilise l'énergie ardente dans ses mains avant de la laisser s'envoler, et la boule de feu flamboyante jaillit et frappe la cible dans une explosion de lumière nette. Émerveillé par son propre succès, Alec admet que cela lui a semblé plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Mais Elders sourit et lui explique que si la plupart des gens ont besoin d'un mois entier pour apprendre un seul sort, Alec a réussi à maîtriser le sien en une seule journée. Excité, le garçon veut continuer à s'exercer, mais Elders l'arrête, lui disant qu'une grande puissance se développe lentement et lui ordonnant de pêcher le reste de la journée pour reposer son esprit. À contre-cœur, Alec retourne au lac, déçu. Mais Elders l'assure qu'il deviendra naturellement l'un des meilleurs magiciens grâce à son talent. Quand Alec demande si cela signifie qu'il n'a pas besoin d'enseignement, Elders évite la question, jusqu'à ce que sa ligne de pêche tressaille, les faisant rire tous les deux, tandis que le poisson frétillant brise leur silence. Le lendemain matin, Elders tend à Alec un vieux livre épais, rempli de formules magiques, mais alors que le garçon feuillette les pages, les étranges symboles se brouillent, et n'ont aucun sens pour lui. Alors Elders commence patiemment à lui expliquer les schémas cachés derrière les formules, et ensemble, ils passent leur journée à étudier, à pratiquer et à rire entre les leçons. Le temps passe doucement, jusqu'à ce qu'un après-midi froid, la neige commence à tomber, et Alex lance soudain un flocon de neige vers son professeur, brisant le rythme calme de leurs études et déclenchant une bataille de boules de neige joyeuses qui remplit la vallée tranquille de rire. Pourtant, quand la neige fond et que l'été approche, Elders annonce qu'il doit partir pour la capitale, et le sourire d'Alec s'estompe alors que la tristesse remplace la joie. Avant de se séparer, Elders le met en garde de ne jamais devenir un magicien de cour, et quand Alec lui demande pourquoi il lui a enseigné la magie, le vieil homme répond doucement que c'était pour rembourser une dette envers la défunte mère d'Alec. De nombreuses années s'écoulent, et Alec, désormais adulte et bien plus discipliné, étudie à l'Académie royale de magie, où les couloirs résonnent de l'ambition d'innombrables magiciens aspirants. Un soir, en examinant d'anciens registres de l'Académie, il tombe sur un nom familier, Elders. Son mentor, il s'avère, avait autrefois été l'un des prodiges les plus brillants de l'Académie, diplômé comme un étudiant de premier ordre avant d'atteindre le rang prestigieux de magicien de cour, mais ce qu'Alec lit ensuite le laisse figé. Elder fut plus tard banni de la cour royale, dans des circonstances mystérieuses. La rage et l'incrédulité bouillonnent en lui. Il serre le papier fermement, incapable d'accepter que l'homme qui avait consacré sa vie à l'enseigner ait été mis de côté comme un criminel. Déterminé à honorer l'héritage d'Elders, Alex jure de réformer la cour de l'intérieur, promettant de devenir lui-même un magicien de cour et de redonner sa dignité au titre que son maître avait autrefois détenu. Des années plus tard, son rêve devient réalité. Alex sert comme magicien de cour à la fête du prince héritier Régulus, un guerrier renommé pour son maniement inégalé de l'épée. Cependant, après une bataille épuisante contre des monstres, le prince se tourne brusquement vers Alec et le renvoie froidement de son poste. Stupéfait, Alec exige de savoir pourquoi il est expulsé. Régulus plisse les yeux et lui ordonne d'expliquer ses devoirs. Alec, confus, répond que son rôle est d'assister le prince avec la magie. Le prince ricane et lui rappelle leur dernière bataille, affirmant que les sorts de soutien d'Alec étaient inutiles. Régulus indique leur formation, il combat en première ligne comme épéiste, leur mage Lenny gère l'attaque, et X les protège en tant que tank du groupe. À son avis, Alec ne contribue à rien. Alec tente de défendre son choix de se spécialiser dans la magie de soutien, mais Régulus le coupe avec des mots cinglants, se moquant de sa faiblesse. Lenny s'avance avec un sourire cruel, traitant Alec de lâche qui se cache toujours derrière les autres. Elle admet qu'elle ne l'a toléré que parce que le prince le faisait. Avec le rejet clair de Régulus, elle et X se joignent avec empressement pour chasser Alec. Le prince ricane, disant qu'il avait autrefois vu du potentiel dans les références d'Alec, mais croit maintenant qu'il a dû acheter son titre. Quand il aperçoit une dague à la ceinture d'Alec, il la lui arrache, enragé qu'un roturier ose porter une arme. Alec essaie d'expliquer que c'est pour sa protection, mais Régulus le saisit par le col et siffle que les roturiers sont des imbéciles incapables de suivre des ordres simples. Sans voix, Alec reste figé, tandis que Régulus lui arrache sa robe de cour, le dépouillant de son rang et de sa dignité. Alors que le groupe s'enfonce dans le donjon sans lui, Alec reste en arrière, silencieux, humilié et seul. Après avoir perdu son titre,
Alec rentre chez lui en silence et commence à étudier les cartes du donjon, déterminé à comprendre chaque détail de la zone où le groupe du prince prévoit de s'aventurer ensuite. Il sait que le prince héritier Régulus, malgré sa confiance, n'a pas la force magique requise pour affronter des monstres au-delà du niveau 30. Voulant le protéger une dernière fois, Alec décide de prendre ses notes de recherche. Il se rend à la capitale royale et s'approche des portes du palais, demandant aux gardes de le laisser entrer. Il refuse immédiatement, lui rappelant qu'il n'est plus magicien de cour et que les roturiers sont interdits d'entrer sur les terres royales. Avant qu'il ne puisse argumenter davantage, Lenny sort, souriant d'un air narquois en le voyant. Elle se moque de lui devant tout le monde, évoquant des rumeurs selon lesquelles il aurait atteint le niveau 67 dans un donjon, qualifiant cela de mensonge évident destiné à se faire passer pour important. Alors qu'elle se tourne pour partir, Alec sort un parchemin et la supplie de le remettre au prince, espérant qu'elle lui accordera cette petite faveur. Lenny marque une pause, prend le parchemin, puis le déchire en lambeaux sous ses yeux. Avec un sourire froid, elle ordonne aux gardes de le faire disparaître de sa vue. Après avoir quitté le palais royal, Alec retourne en ville, d'un pas lourd, le cœur alourdi par la réalisation que même après 4 longues années de travail acharné, il n'avait pas pu changer la cour royale ni gagner leur respect. Perdu dans ses pensées, il reste immobile dans une rue bondée jusqu'à ce qu'une voix familière l'appelle par son nom. Se retournant, il voit Yora, son ancienne chef de groupe, courir vers lui. Sans hésitation, elle le serre dans ses bras avec une étreinte chaleureuse, sa voix tremblante de soulagement. Ils s'assoient ensemble sur un banc voisin, et Alec raconte calmement tout ce qui s'est passé, son renvoi, l'humiliation et son échec à faire la moindre différence. Yora écoute, son expression s'assombrissant de colère face à l'injustice qu'il a subie. Elle maudit l'obsession du royaume de Galana à diviser nobles et roturiers, qualifiant la cour d'aveugle et d'arrogante. Alec jette un coup d'œil nerveux autour de lui, craignant que quelqu'un n'entende, mais Jorah rit doucement et lui rappelle qu'ils sont seuls. Puis son ton change, plus doux maintenant, alors qu'elle se souvient de toutes les épreuves qu'il a traversées. Quand Alec insiste qu'il ira bien, Georgia sourit, disant qu'elle est contente qu'il ait été renvoyé du groupe du prince. Confus, il demande pourquoi, et elle sourit, lui rappelant une promesse qu'elle avait faite il y a des années, de le ramener un jour dans son équipe. Se tenant droite, elle tend la main et demande « Alec, rejoindras-tu mon groupe à nouveau ?» Submergé, Alec la fixe. Tiraillé entre l'incrédulité et la gratitude, il marmonne que la cour l'a qualifié d'inutile et lui a interdit de servir à nouveau. Yora rit, balayant cela comme une absurdité. « Ça n'a pas d'importance, dit-elle. Mon équipe t'attendait depuis tout ce temps. » Des larmes montent aux yeux d'Alec alors qu'il lui saisit la main. Yora l'accueille de nouveau dans son groupe de rang S, et à cet instant, Alec sent la chaleur, l'espoir et le sentiment d'appartenance revenir dans son cœur. Alors que la calèche roule à travers la campagne tranquille, Alec se détend enfin aux côtés de Yora, le rythme des roues le berçant dans un léger sommeil. Dans ses rêves, le souvenir d'Elders refait surface, la voix calme de son mentor faisant écho à l'avertissement qu'il lui avait donné autrefois. Ne deviens jamais un magicien de cour. Les mots pèsent lourdement sur son cœur, et quand il se réveille, le ciel extérieur est déjà teinté de l'aube. Yora jette un coup d'œil en arrière et lui dit qu'ils ont encore un peu de chemin avant d'atteindre leur ville natale de Fizzle. Alec hoche la tête silencieusement, mais le sommeil ne vient plus. Inquiète de son silence, Yora lui demande s'il va bien. Alex soupire et admet que tout s'est déroulé exactement comme Elders l'avait prédit, puis retombe dans une profonde réflexion. Pendant ce temps, loin dans la capitale royale, le prince Régulus apprend de Lenny qu'Alex a quitté le royaume et est devenu un aventurier. Souriant d'un air narquois, Régulus se moque de lui pour avoir autrefois prétendu être le plus grand génie de l'académie, le traitant de lâche pour s'être enfui. Lenny lui verse un verre, mentionnant fièrement leur nouvelle recrue, un prodige de la noble famille du duc Fornus. Régulus avale le vin et rit bruyamment, se vantant qu'avec une telle puissance, leur groupe conquérera tous les donjons du pays, tandis que l'arrogance obscurcit la pièce. Quand Alec et Yora arrivent enfin dans leur ville natale de Fizzle, la ville animée les accueille avec le bruit familier des marchands, des voyageurs et des aventuriers se préparant pour leur prochaine quête. Alex sourit chaleureusement, ressentant un sentiment d'appartenance longtemps perdu parmi les gens portant des armes, des cartes et des rires à parts égales. Yora, debout à ses côtés, lui tapote l'épaule et annonce que leur prochaine destination sera un donjon à l'ouest de la ville. Mais avant qu'il ne puisse y partir, elle se souvient qu'Alec doit être officiellement enregistré auprès de la guilde des aventuriers. À l'intérieur de la salle de guilde animée, la réceptionniste les accueille et explique que quiconque souhaite explorer des donjons plus profonds que le niveau 30 doit d'abord obtenir une licence spéciale. Malheureusement, une telle licence n'est accordée qu'aux aventuriers enregistrés depuis au moins 2 ans. Le visage de Yora s'assombrit, et elle demande rapidement pourquoi leur membre de groupe, Chrysia, n'a pas obtenu le laissez-passer pour eux. La réceptionniste, visiblement mal à l'aise, admet que Chrysia avait menacé la guilde de le délivrer sans approbation appropriée, laissant Georgia rouge de honte,
Plus tard, Georgia et Alex s'assoient pour manger. Toujours frustrée, elle se plaint entre deux bouchées de son sandwich qu'attendre 2 ans est impossible s'ils veulent atteindre le 50e deuxième étage du donjon. Mais alors qu'elle termine son repas, son humeur s'éclaircit. Souriant à nouveau, elle dit à Alec qu'ils s'échaufferont avec des quêtes plus faciles pour l'instant et profiteront de leur temps ensemble dans la cité des donjons. Après avoir terminé le déjeuner, Alec et Georgia se dirigent vers un donjon voisin, impatients de commencer leur première aventure ensemble à nouveau. Au moment où ils entrent, un bourdonnement assourdissant emplit l'air, et un essaim d'insectes monstres se précipite vers eux. Yora lance rapidement un sort défensif sur Alec, qui charge sans hésitation, et abat plusieurs créatures avec des mouvements vifs et précis. Leur travail d'équipe est si naturel, et Yora ne peut s'empêcher de sourire, bien qu'elle fronce les sourcils en réalisant quelque chose d'étrange. Ce donjon, destiné aux débutants, est bien plus dangereux que prévu. Alors que les insectes se multiplient rapidement, Alec marmonne que quelque chose a dû mal tourner plus profondément dans le donjon. Peut-être une perturbation qui a forcé les monstres. Yora lance un autre sort de bouclier et s'avance, confiante comme toujours. Alec la prévient que ce n'est pas sûr, mais elle rit, le taquinant en disant qu'il a perdu le courage qu'il avait autrefois. « L'Alec que je connaissais ne reculait jamais devant un combat », dit-elle fièrement, l'exhortant à faire confiance à son jugement. La voyant lutter contre l'essaim grandissant, Alec prend une profonde inspiration et se concentre. Il se rappelle qu'il n'est plus un magicien de cour au service d'un prince gâté, il est libre de se battre pour ses amis. Rassemblant son mana, il forme un sort de feu massif qui éclate vers l'avant, calcinant chaque insecte à portée de vue. Georgia rayonne de fierté, mais la bataille n'est pas encore terminée. D'autres créatures se rapprochent, forçant Georgia à lever une puissante barrière, tandis qu'Alec canalise un sort de foudre. Avec un éclair aveuglant, il déchaîne un éclair dévastateur qui anéantit l'essaim entier. Épuisé mais victorieux, Alec expire de soulagement, tandis que Yora l'acclame, le félicitant avec un sourire éclatant. Juste au moment où Alec et Yora commencent à célébrer leur victoire, le sol sous eux tremble soudainement, et un ver massif jaillit du plancher de pierre, rugissant alors qu'il attrape Yora dans ses mâchoires géantes. L'air se remplit de poussière et de panique, et Alec comprend instantanément que ce monstre est la raison pour laquelle les petits insectes étaient si frénétiques plus tôt. Yora se débat, suspendue impuissante entre les dents déchiquetées de la créature, mais Alec stabilise sa respiration, lui criant de rester calme. Il lui rappelle qu'elle est connue dans toute l'académie pour sa magie de soutien inégalée. Malgré le danger, Georgia esquisse un faible sourire, répondant que la magie offensive d'Alec est tout aussi puissante. Encouragé par sa foi, Alec lève sa baguette et un dragon ardent prend vie au-dessus d'elle, tourbillonnant dans les airs dans un brasier de chaleur. D'une voix ferme, il chante « Tornade ardente » et le dragon s'élance, avalant le verre entier. Les flammes éclatent, consumant le monstre jusqu'à ce qu'il s'effondre en cendres, laissant Georgia indemne à l'intérieur de sa barrière scintillante. Atterrissant en toute sécurité, elle se précipite aux côtés d'Alec. Il loue son talent, tandis qu'elle rit et le qualifie de magicien le plus puissant du monde. Rougeant légèrement, Alec accepte ces mots. Et un instant, on dirait que c'est comme au bon vieux temps. Le temps passe, et le groupe de Georgia fait face à un autre défi, une hydre colossale. La lance du chevalier rebondit sur sa peau dure, le forçant à reculer, tandis que l'archer attire l'attention de la bête. Alors qu'ils se disputent sous la pression, l'hydre attaque, crachant une énorme boule de feu. Jorah la bloque avec un mur de glace, seulement pour faire face à la foudre d'une autre tête. Elle s'épuise à défendre tout le monde, s'effondrant presque de fatigue. Puis la voix familière d'Alec résonne sur le champ de bataille. Leur soulagement est instantané alors qu'ils s'avancent, combinant les 5 forces élémentaires en un seul sort dévastateur qui anéantit complètement l'hydre. Le monstre vaincu, l'équipe se réjouit, ayant franchi le niveau 68, un nouveau record. Réuni et plus fort que jamais, le groupe de rang S, qui dure depuis longtemps, regarde vers l'avenir, prêt à graver ses noms dans l'histoire. À l'époque où ils avaient conquis le redoutable boss du niveau 68 et fait leur retour triomphal à l'Académie de Magie, toute l'institution avait éclaté de louanges, les saluant comme le groupe d'étudiants le plus exceptionnel vu depuis des générations. Même leur instructrice perspicace, Rosie, pouvait dire qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez ces 4 aventuriers. La façon dont ils combattaient ensemble, leur coordination sans faille et leur confiance inébranlable les uns envers les autres les distinguaient de tous les autres. Bien que leurs corps fussent couverts de contusions et de coupures superficielles, leurs visages rayonnaient de larges sourires victorieux, le frisson du succès les traversant. Ils n'avaient pas seulement battu le record de l'Académie, ils l'avaient complètement pulvérisé, car aucune équipe avant eux n'avait jamais dépassé le 32e étage, rendant leur exploit véritablement légendaire. Finalement, le jour tant attendu de la remise des diplômes arriva, et l'Académie bourdonnait d'excitation, alors que l'instructrice Rosie annonçait fièrement les résultats finaux. Rain se classa 4e de la promotion, suivi de près par Krasia à la 3e place, tandis que Georgia obtenait la position de 2e, mais tout en haut, loin devant tous les autres,
se tenait Alec, dont la performance extraordinaire fit de lui le major de promotion, et l'étudiant ayant obtenu le meilleur score que l'académie ait vu depuis des décennies. À l'époque, ils débordaient tous de bonheur et d'espoir pour l'avenir, riant ensemble et même plaisantant sur leur instructrice stricte, ce qui leur valut une réprimande enjouée en retour. Alors qu'ils quittaient l'académie côte à côte, les autres étudiants les regardaient avec admiration et envie, croyant assister à la formation d'un groupe d'aventuriers légendaires destinés à la grandeur. Pourtant le destin avait d'autres plans. Peu après l'obtention de son diplôme, Alec annonça sa décision de renoncer à la vie d'aventurier pour devenir magicien de cour, cherchant la stabilité plutôt que la gloire. Ses amis furent choqués, bien qu'ils comprirent que le poste offrait une meilleure sécurité et un meilleur salaire. Bien que leurs cœurs fussent meurtris par son départ, ils respectèrent son choix. Avant de se séparer, Yora sourit et promit qu'un jour, leurs chemins se croiseraient à nouveau et qu'ils combattraient ensemble une fois de plus. Aujourd'hui, cette promesse lointaine s'est enfin réalisée, alors que Georgia et Alex partagent des verres dans une taverne chaleureuse, célébrant leur retrouvailles après des années de séparation. Pourtant, après un seul verre d'alcool, Georgia devient complètement ivre au point de perdre connaissance, frappant son poing sur la table de frustration à cause de la règle de la guilde qui leur interdit de s'aventurer dans les niveaux plus profonds du donjon. Peu de temps après, sa colère s'estompe en somnolence et elle s'effondre sur le banc, profondément endormie. Alec rit doucement, se souvenant à quel point elle a peu changé depuis leur jour à l'académie, et en gentleman qu'il est, il drape délicatement sa veste sur ses épaules pour la garder au chaud. Mais l'un des hommes à l'intérieur de la taverne n'apprécie clairement pas le calme d'Alec, car il est dans son soi-disant Sigma Greenset, et ne supporte pas de voir ce qu'il appelle un mâle bêta assis tranquillement. Il trébuche vers Alec, le traitant moqueusement de faible, mais Alec l'ignore complètement, sachant que l'homme est du genre à vénérer Andrew Tatertot et pense que crier le rend fort. Agacé d'être ignoré, l'ivrogne lève sa bouteille, prêt à la fracasser sur la tête d'Alec. Cependant, Alec active nonchalamment un bouclier de mana, et la bouteille se brise sans danger contre la barrière invisible. L'homme sourit, ravi d'avoir enfin l'attention d'Alec, et admet qu'il sait exactement qui est Alec, un ancien magicien de cour, affirmant qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de son statut se rabaisse à être un aventurier. Puis, dans un étrange rebondissement, l'homme costaud sort un passe d'aventurier en argent de sa poche et le fait glisser sur la table, disant que c'est une excuse pour avoir testé la réaction d'Alec. Il ajoute une condition: Alec doit démontrer un peu de sa magie pour le gagner. Alec, confus mais intrigué, hésite. C'est alors que Yora, encore à moitié ivre et groggy, lève soudain la tête et lâche « Attendez, n'est-ce pas le maître de guilde ?» Alec se fige, stupéfait, que l'homme qui vient d'essayer de lui fracasser la tête avec une bouteille soit en fait le chef de la guilde. Le maître de guilde rit de bon cœur, leur dit de ne pas trop y penser, et insiste pour qu'ils prennent le pass, puis les invite tous les deux au terrain d'entraînement pour un petit échauffement. Le maître de guilde Ravel se tourne vers Alec avec un sourire narquois et annonce que c'est la zone d'entraînement souterraine, l'endroit où il teste les groupes qui souhaitent s'en faire progresser leur rang d'aventurier. Aujourd'hui, Alec démontrera sa véritable force ici. Yora proteste immédiatement, soulignant qu'Alec a bu et que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour se battre. Mais Alec insiste sur le fait que son esprit est clair et que ses réserves de mana sont plus que suffisantes pour gérer une simple séance d'entraînement. Ravel rit doucement et se présente formellement, et le nom déclenche instantanément une reconnaissance dans l'esprit d'Alec. Ravéel, le légendaire mage de rang S, qui a autrefois dirigé l'un des groupes d'aventuriers les plus puissants du monde. L'expression d'Alec change avec admiration, mais Ravel écarte les éloges, disant que ses jours sont loin. Il expose le défi simplement. Alec a juste besoin de l'impressionner. Le duel commence avec Alec lançant un sort de foudre, des éclairs crépitant dans l'air. Mais Ravel l'esquive avec une aisance presque joueuse et riposte en utilisant sa magie de l'eau. Alec bondit sur le côté, réalisant que Riville détient l'avantage en combat à distance, il décide donc de réduire la distance qui les sépare. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Riville frappe le sol de ses poings, activant une magie de renforcement qui envoie une puissante impulsion à travers toute la chambre. Sa vitesse décuple alors qu'il fonce en avant, bouclier de mana juste à temps, mais le coup d'une puissance redoutable et le projette violemment contre le mur de pierre. Ravel est avant de lui impressionné qu'Alec ait survécu à un tel impact, admettant que la plupart des gens auraient été assommés sur le coup, sans aucune chance. De la nuée de poussière, Alex avance calmement, reconnaissant la véritable et impressionnante force de Ravel en tant qu'aventurier de rang S. Pourtant, ses yeux brûlent d'une détermination farouche alors qu'il se rappelle qu'il n'est plus un simple magicien de cour restreint, lié par d'anciennes règles ou par la peur. Maintenant, il peut enfin se battre librement, utilisant absolument chaque once de son pouvoir. Ravéel rit d'un air approbateur et lui dit de venir l'affronter avec toute sa force. Alex serre fermement son bâton, canalise sa magie et le transforme en une lame magique scintillante, prête à contrer de front la prochaine vague d'attaques aquatiques de Revel, sans hésitation. Mais cette fois, Alec parvient à esquiver la première explosion d'eau.
se déplaçant avec une précision acérée et une agilité remarquable, alors que ses instincts prennent le contrôle total de son corps. Le maître de guilde, confiant en sa vitesse fulgurante, mord à l'hameçon et fonce avec sa magie d'auto-amélioration, feint d'aller à la distance qui les sépare en un instant. En avant. Cependant, Alec avait déjà anticipé cette réaction. Il avait discrètement placé un piège de foudre sous le sol pendant sa feinte, sans que personne ne le voie. Au moment précis où Reveal entre dans la portée, Alec le fait détonner avec une puissante décharge de foudre, enveloppant toute la zone d'étincelles aveuglantes. L'explosion projette violemment Reveal en arrière, juste au moment où Alec charge à travers l'épaisse fumée, sa lame magique crépitant d'une énergie féroce, fendant l'air avec une précision mortelle et frappant le corps de Reveal avant d'atterrir juste derrière lui. Pendant quelques précieuses secondes, Reveal reste complètement immobile. Il rit d'un air amusé et admet qu'Alec est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, sa magie et ses tactiques ont largement dépassé toutes ses attentes. Mais la victoire d'Alec est de très courte durée car Reveal esquisse un sourire narquois et dit « Pas mal du tout, mais ce n'est pas encore terminé, loin de là ». Il lève les bras, invoquant une paire de gantelets en écailles de dragon qui scintillent d'une lueur rouge sinistre et menaçante. L'ancien artefact augmente instantanément sa force physique de plusieurs fois, et avec une vitesse absolument terrifiante, il s'élance en avant, son premier coup de poing créant un cratère béant, là où Alec se tenait juste avant, un instant plus tôt. Alec esquive de justesse les coups suivants, mais les ondes de choc, à elles seules, le déséquilibrent presque complètement. Refusant catégoriquement de céder, Alec riposte, en canalisant son puissant sort de foudre, déchaînant un barrage incessant d'éclairs qui frappe Reveal de plein fouet, sans pitié. Pourtant, Reveal encaisse les coups sans broncher, ignorant la douleur avec un sourire narquois avant de charger à travers la tempête. Chacun de ses coups devient de plus en plus lourd, forçant Alec à bloquer avec son bouclier de mana, qui se fissure dangereusement sous la pression incessante et brutale. Les gantelets de Reveal commencent à absorber le mana ambiant, guérissant ses blessures au fur et à mesure qu'il se bat, ne laissant à Alec absolument aucune marge de manœuvre, il se précipite en avant avec une rafale de coups précis et désespéré, forçant Reveal à reculer pour la toute première fois. Le maître de guilde rit entre les coups, provoquant Alec de frapper encore plus fort. Quand Alec riposte avec des mots cinglants et acérés, le calme de Reveal vacille soudainement. Et dans sa rage, il frappe avec un coup à deux mains absolument dévastateur qui secoue l'intégralité de l'arène, la faisant trembler. Poussière et fumée remplissent la pièce, mais quand elle se dissipe enfin, Alec est toujours debout, complètement épuisé, tremblant de tout son corps, mais pas brisé. Il fait un dernier pas en avant, tentant un coup de grâce ultime, mais à mi-chemin de son mouvement, sa lame magique vacille, puis se dissout, son mana étant complètement épuisé. Alec s'effondre lourdement au sol, inconscient. Yohar se précipite immédiatement et s'agenouille à ses côtés, plaçant ses mains lumineuses sur sa poitrine pour soigner ses blessures, murmurant qu'il a vraiment tout donné. Soudainement, Rain fait irruption dans le terrain d'entraînement, avec son habituel sourire suffisant et narquois, se moquant ouvertement de Reveal d'être un aventurier de rang S, qui a en fait eu recours à sa compétence la plus forte contre quelqu'un d'un rang bien inférieur. Reveal, visiblement irrité par cette remarque, lui dit de fermer son clapet, expliquant qu'il ne faisait que tester les limites d'Alec et que le jeune homme aurait réussi de toute façon, sans aucun doute. Levant les yeux au ciel avec un soupir, remarque à quel point Rain soulève la dernière fois qu'ils ont passé du temps ensemble de cette manière, presque avec une pointe de nostalgie. Et le transporte leur conversation est brusquement interrompue lorsque la réceptionniste fait se reposer tranquillement, appelant d'urgence le maître de guilde, et Reveal soupire, lui attrape le visage et la traîne sans ménagement dehors, tandis que Rain se prélasse nonchalamment contre la table avec une bouteille d'alcool à moitié vide à la main. Il fait un geste à Georgia pour qu'elle lui raconte absolument tout ce qui s'est passé avec Alec depuis la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Georgia prend une profonde inspiration et raconte chaque détail, depuis les jours humiliants d'Alec en tant que magicien de cour du prince, jusqu'à son expulsion éventuelle et ses luttes silencieuses et difficiles par la suite. Au moment où elle termine son récit, l'expression de Rain est passée de l'amusement à une rage visible et palpable. Il a réalisé à quel point Alec avait été horriblement maltraité. La soi-disant partie des héros l'avait forcé à transporter absolument tout leur équipement, à gérer leur inventaire et à n'utiliser que la magie défensive durant les batailles. Il ne lui avait même pas confié une simple dague, pas même la plus petite. Grinçant des dents avec fureur, Rain se tourne vers Yohar, exigeant de savoir comment Alec avait même réussi à utiliser la magie défensive, puisque à l'académie, c'était la spécialité incontestée de Rain, et Alec avait toujours été absolument terrible à cela, un vrai désastre. Yohar sourit faiblement et explique qu'Alec l'a appris de zéro, s'entraînant sans relâche et avec une détermination farouche jusqu'à ce que ses boucliers deviennent presque aussi forts que les siens. Rain serre le poing, marmonnant qu'après toute cette dévotion et cette loyauté sans faille, ces nobles arrogants l'ont quand même viré, le traitant de bon marien d'inutile. Sa colère déborde et la bouteille se brise en 1000 morceaux dans sa main, réveillant Alec endormi en sursaut. Clignant des yeux, Alec est surpris de voir Rain dans la pièce. Yohar annonce joyeusement que le maître de guilde lui a donné le précieux pass d'aventurier, ce qui signifie que leur groupe peut enfin accéder aux donjons de niveau supérieur, les plus dangereux. Le visage d'Alec s'illumine d'excitation, mais Rain le calme rapidement d'un geste de la main, disant qu'avant d'aller n'importe où, ils ont quelque chose de bien plus important à accomplir. Alec a l'air confus. Alors Rain esquisse un sourire narquois et déclare qu'ils vont prendre leur revanche. Une vengeance éclatante. Son plan,
s'introduire discrètement dans la capitale royale, prendre d'assaut le palais et tabasser sans pitié le prince et sa pompeuse bande de soi-disant héros. Alec proteste immédiatement, disant qu'ils ne peuvent pas simplement aller chercher des noix aux nobles, ce serait insensé. Yorara est d'accord, rappelant à Rain que les conflits entre groupes sont formellement interdits par la guilde. Alec pose doucement une main sur l'épaule de Rain, lui disant que s'amuser simplement ensemble lors de leurs aventures serait amplement suffisant. Il a depuis longtemps cessé de se soucier de la cruauté de la cour royale. Rain se tait un instant, puis soudainement il esquisse un large sourire. Très bien, dit-il. Alors nous deviendrons simplement le groupe d'aventuriers le plus fort du monde entier. Cela énervera encore plus le prince, et quand le royaume viendra nous mendier de l'aide, nous leur dirons d'aller se faire voir sans hésitation. Alec rit doucement de l'absurdité de la chose. Mais au fond de lui, il sait que c'est le plan absolument parfait, l'aventurière et il accepte de poursuivre ce rêve ambitieux avec eux, et difficile, sans plus attendre. Que la réceptionniste paniquée lui enroule des bandages autour de ses nombreuses blessures, du sang tache son armure, et le maître de guilde Reveal observe la scène d'un air sombre et grave, clairement très mécontent de ce spectacle. Si même un groupe d'aventuriers de rang S était tombé en de graves difficultés, cela signifiait que toute la guilde était en danger imminent. Entre deux allaitements douloureux, Chrysia parvient à dire à Reveal que son groupe est toujours bloqué au plus profond du donjon, et qu'ils ont désespérément besoin de renforts, et vite. Sans perdre une seule seconde de plus, Reveal ordonne une réunion d'urgence, convoquant tous les aventuriers de rang A pour préparer une mission de sauvetage cruciale au 64e étage. De retour dans la chambre d'Alec, il est surpris d'être accueilli par Chrysia, qu'il n'avait pas vu depuis un très long moment. Ses doubles personnalités semblent avoir pas mal mûri et évolué depuis la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Elle le réprimande immédiatement pour être resté paresseusement au lit et lui demande pourquoi il n'assiste pas à la réunion de guilde. Alec répond simplement que comme il n'est pas encore un aventurier de rang A, il a décidé de rester en arrière, en toute logique. Sans dire un seul mot de plus, Chrysia lance un sort de guérison, réparant instantanément toutes les blessures d'Alec dans un éclair de lumière douce et apaisante. Alec cligne des yeux, incrédule, se demandant pourquoi la guilde avait perdu un temps précieux à envelopper Chrysia de bandages plus tôt, alors que la magie de guérison existait bel et bien. Quelques instants plus tard, Yorar et Rain font irruption dans la pièce, tous deux débordant d'une énergie folle. Rain peut à peine contenir son excitation débordante en criant qu'ils ont été choisis pour rejoindre la mission de sauvetage. Les aventuriers les plus forts de la guilde se mobilisent pour sauver le groupe de rang S, bloqué au 64e étage du donjon, une tâche périlleuse. Yorar explique que la situation est absolument désastreuse. Le donjon supprime complètement la magie à cet étage, forçant absolument tout le monde à ne compter que sur les potions et la force brute, et rien d'autre. Puisque l'équipe de rang S a été anéantie, Chrysia s'était à peine échappée vivante pour apporter le message, de justesse. Alec regarde Chrysia avec une profonde inquiétude, lui demandant si elle est vraiment d'accord pour travailler dans un donjon où sa magie de guérison ne fonctionnera absolument pas. Elle le fusille du regard, admettant qu'elle s'était opposée au plan entièrement, mais que le bruyant Rain avait utilisé son veto pour les forcer à y aller de toute façon, sans leur avis. Les deux commencent à se chamailler comme toujours, jusqu'à ce que Yorar les interrompe avec un large sourire, se tournant vers Alec et disant que c'est à lui de décider s'ils y vont ou non, puisque c'est lui qui s'occupera de la partie la plus difficile, le redoutable boss principal de l'étage. Alec hoche la tête, déterminé. Peu après, ils se tiennent devant l'entrée béante du donjon. Rain lève le poing et déclare avec force « C'est ici que notre légende commence, aujourd'hui ». Ils arrivent rapidement à l'entrée de l'ancien donjon, une immense porte de pierre couverte de runes lumineuses qui dégagent une énergie étrange et inquiétante. Dès qu'ils entrent à l'intérieur, Yorar explique que ce donjon particulier a une affinité magique inhabituelle, une qui supprime complètement toutes les formes de magie de guérison, forçant ainsi les aventuriers à ne compter que sur les potions, leur endurance et une esquive habile pour survivre, et rien d'autre. Rain claque sa langue, réalisant que cela rendra la mission beaucoup plus risquée et dangereuse, d'autant plus que leur zone cible se trouve près du redoutable boss du niveau 64, où les membres restants de la guilde de Chrysia sont toujours piégés, sans espoir. Avant qu'ils ne puissent atteindre ce point précis, cependant, ils devraient normalement nettoyer chaque étage un par un, y compris les puissants mini-boss gardant chaque porte. Réalisant l'énorme quantité de temps que cela prendrait, Rain commence à s'inquiéter qu'il soit trop en retard. Mais alors Yorar esquisse un sourire et sort un cristal magique brillamment lumineux, expliquant que Crystor le lui avait confié juste avant de s'effondrer, épuisé. Le cristal, dit-elle, peut les téléporter directement au 64e étage, sautant entièrement tous les niveaux inférieurs, sans exception. Alec reconnaît immédiatement à quel point un tel artefact doit être rare et précieux, d'une valeur inestimable, mais Chrysia avait clairement priorisé le sauvetage de ses camarades plutôt que le trésor, c'était évident. Yorar avertit ensuite que le boss du niveau 64 est réputé être une monstruosité mort-vivante, ce qui signifie que la magie de guérison de Chrysia cela laisse le rôle complètement et absolument à Alec. Inutile. Rain lui conseille d'économiser autant de mana que possible et de le laisser gérer les petits ennemis, afin qu'Alec ne se retrouve pas à sec pendant le combat contre le boss, ce qui serait fatal. Chrysia hoche la tête sérieusement, rappelant à tous qu'à partir de maintenant, ils se battront contre la mort elle-même, une entité redoutable, tout comme même l'équipe de rang S avant eux a péri. Mais au lieu de ressentir la moindre peur, Rain sourit, le feu dans les yeux, et crie que c'était exactement ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Au moment précis où leur légende commence, avec un sourire confiant et plein d'assurance, Yorar lance le cristal en l'air, et en un instant,
Les quatre se matérialisent dans une grotte faiblement éclairée, lumière son air aveuglante, humide, lourd de l'odeur de décomposition directement et du léger au cliquetis niveau d'os 64. résonnant sinistrement à Sans travers transition. l'obscuration. Avant même qu'ils ne puissent prendre leur repère, des dizaines de guerriers squelettiques commencent à sortir du sol, agrippant d'anciens boucliers et épées rouillées, prêts au combat. La vue est suffisante pour rendre n'importe qui mal à l'aise, sauf Rain, qui sourit avec confiance, faisant tournoyer sa lance noire. Sans la moindre hésitation, il se jette dans la foule de morts-vivants, ses mouvements rapides et précis, alors qu'il transperce plusieurs squelettes à la fois, leurs os s'effondrant en poussière sous son assaut incessant et brutal. Pendant qu'il se bat, Rain rit et se vante que le 64e étage ne semble pas du tout aussi difficile que tout le monde le prétendait. Pendant ce temps, Yorar observe la scène avec une inquiétude croissante, alors que de plus en plus de squelettes émergent des ombres, sans fin. L'avance agressive de Rain l'a mis hors de portée de sa magie de soutien, et elle court rapidement après lui, en lui criant de reculer avant qu'il ne se fasse submerger par les ennemis. Chrysia, cependant, ne semble pas trop inquiète, elle reste calme. Elle explique calmement à Alec que Rain devrait aller parfaitement bien, puisqu'il manie un puissant artefact ancien, la lance noire perçante, une arme réputée ne jamais s'émousser, se briser ou perdre son tranchant, un match absolument parfait pour un idiot sans cervelle, marmonne-t-elle à voix basse. Alec rit légèrement avant d'appeler Rain, lui demandant s'il a besoin d'une quelconque aide, mais Rain répond avec arrogance que c'est un simple jeu d'enfant et continue de déchirer des vagues de squelettes, sans effort apparent. Alec sourit et avance, quand soudain, un frisson froid et glaçant lui parcourt l'échine. Il sent quelque chose, une présence menaçante derrière lui, et tire instinctivement un éclair puissant dans l'obscurité la plus totale. L'explosion illumine la grotte, dispersant la poussière partout, mais quand elle se dissipe, il n'y a absolument rien. Confus, Alec baisse légèrement sa garde, disant à Yorar que c'était probablement juste les nerfs, pourtant quelque chose ne va toujours pas, c'est certain. Il serre plus fort son épée, et avec un éclair d'intuition soudain et fulgurant, il se retourne brusquement et frappe l'air vide, sa lame bourdonnant de magie. L'épée d'Alec fend l'air, seulement pour être accueillie par un claquement métallique soudain et inattendu. Son coup est arrêté en plein élan, par une force invisible, des ombres, l'air ondule, et une entité invisible se matérialise lentement, révélant sa forme imposante, drapée de noir, la faucheuse elle-même, sa faux brillant d'une lumière fantomatique et sinistre. Alec se prépare, mais avant qu'il ne puisse réagir, Rain sourit de loin et l'appelle en le taquinant, disant qu'Alec n'est pas aussi fini qu'il le pensait, loin de là. Rain admet qu'il avait déjà senti un ennemi invisible rôder dans les parages, mais a choisi de ne pas intervenir, car combattre des ennemis cachés n'était pas vraiment son truc, sa spécialité. La faucheuse s'élance en avant, sa faux massive s'abattant lourdement sur Alec, des étincelles volent alors qu'Alec part le coup et saute en arrière, se plaçant juste à côté de Rain. Il réalise alors que Rain avait une confiance totale et absolue en lui, qu'il faisait entièrement confiance à Alec pour gérer l'ennemi dans son dos. C'est un sentiment qu'Alec n'a pas connu depuis des années, une éternité, une vraie camaraderie, une connexion profonde. Le lien ravive quelque chose d'essentiel en lui, cette étincelle perdue d'appartenance, alimentée par cette chaleur réconfortante. Alec bondit dans l'air, son épée magique brillant d'une énergie féroce, et d'un seul coup balayant, il tranche la faucheuse, la fendant en deux, avant qu'elle ne s'évanouisse en poussière, disparaissant. Quand il atterrit, il se tourne vers Yorar, lui demandant si elle aussi était au courant de l'existence de cet ennemi invisible. Elle s'excuse timidement, admettant que c'était l'idée de Rain de ne pas le prévenir, pour le tester. Alec rit et promet de lui rendre l'appareil, un jour. C'est promis. Tandis que Rain plaisante en disant qu'il devrait d'abord se concentrer sur la survie dans ce donjon périlleux. Revigorés, les quatre se regroupent, se tenant épaule contre épaule, alors que de plus en plus de squelettes morts vivants se précipitent vers eux. Rain et Alec chargent en avant, tranchant des vagues d'ennemis en parfait rythme, tandis que Yorar les améliore avec de puissants sorts de soutien, sans relâche. Chrysia, utilisant son arc, abat les squelettes qui tentent de les flanquer. Le combat s'intensifie à mesure que les hordes continuent d'arriver sans fin. Mais Alec prend le commandement. Il appelle tout le monde à reculer derrière lui, levant son épée haut et chantant une puissante incantation, pleine de magie. La magie déferle dans l'air avant qu'il ne déchaîne un éclair colossal, électrifiant l'intégralité de la grotte et transformant chaque squelette en cendres, en un seul coup aveuglant et dévastateur. Une fois qu'ils sont enfin en sécurité, Rain se tourne vers Alec, la curiosité inscrite sur son visage, et lui demande pourquoi il s'est appuyé uniquement sur son sort d'éclair, et rien d'autre. Alors qu'à l'académie, il était connu pour utiliser une très grande variété de types de magie offensive, Alec offre rapidement une excuse, affirmant que l'éclair est simplement le sort le plus rapide à lancer, ce qui en fait l'option la plus pratique et la plus efficace dans un donjon comme celui-ci. Rain n'y croit pas une seule seconde, il peut dire qu'Alec cache quelque chose, c'est évident, mais décide de ne pas insister davantage, car ils n'ont pas le luxe du temps. Soudain, un rugissement monstrueux résonne dans la caverne devant eux, si fort qu'il fait trembler le sol sous leurs pieds, de manière impressionnante. Le groupe suppose immédiatement que cela vient de la salle du boss. Sans la moindre hésitation, Rain serre sa lance, et après que Yorar ait lancé sa magie de renforcement, il fonce en avant, avec une vitesse incroyable, plus rapide que la foudre elle-même, tandis qu'Alec et les autres le poursuivent de très près, sans le lâcher. Une fois qu'ils entrent dans la vaste caverne ouverte, le groupe aperçoit Rain assis nonchalamment au sommet d'une corniche rocheuse, observant un monstre massif chargé furieusement après un aventurier terrifié avec une coupe au bol, visiblement paniqué.
Alec veut instantanément se précipiter pour aider, mais Rain ne semble pas le moins du monde concerné par la situation. Il explique paresseusement que le mage poursuivi est Loki, un vantard notoire du groupe d'aventuriers Rashroma, connu pour être un crétin insupportable et agaçant. Chrysia hoche la tête, en signe d'accord, ajoutant que Loki peut être une véritable plaie à gérer, mais qu'il est aussi un magicien de soutien incroyablement astucieux qui parvient toujours à se tirer d'affaire d'une manière ou d'une autre, avec brio. Pourtant, Alec n'en croit pas ses yeux, alors que Loki court en cercle, criant à Rain de l'aider, hurlant qu'il le hantera pour toujours s'il le laisse mourir. Rain se contente de sourire narquoisement et regarde Loki trébucher et tomber à plat ventre sans bouger. Alec se prépare immédiatement à bondir pour aider. Mais Chrysia l'arrête, murmurant que cela fait probablement partie de la stratégie de Loki, un plan bien ficelé. Effectivement, lorsque le monstre s'approche, un sort piège s'active sous lui, explosant en une gerbe de lave en fusion qui engloutit ses jambes, le piégeant. Alec regarde sous le choc la créature rugir de douleur, seulement pour marcher sur un autre piège et déclencher de multiples explosions enflammées en succession rapide. Loki se lève, se dépoussière et commence à rire d'un air suffisant et arrogant, criant que seul un idiot complet et sans cervelle tomberait dans des pièges aussi évidents. Mais sa célébration de victoire ne dure pas très longtemps. Le monstre enragé rassemble ses dernières forces restantes et déchaîne une explosion magique massive visant directement de lumière fulgurante Loki. passe devant lui. Loki Rain intervient fige au sur dernier place, moment possible, réalisant qu'il est Loki cligne complètement des yeux, perdu, incrédule, sans incapable espoir. de réaliser qu'il est réellement encore en vie, tandis qu'Alec et les filles descendent pour affronter le monstre, prêtes au combat. La créature se fixe immédiatement sur eux et balance ses griffes massives vers Alec, mais Yorar intervient à la toute dernière seconde, levant son bouclier magique scintillant qui absorbe le coup avec un fracas violent qui envoie des étincelles se disperser à travers toute la grotte de manière impressionnante. Le monstre commence rapidement à charger vers Rain et Loki. Alec contre-attaque rapidement. Il lance un avertissement sonore et tire un autre éclair, frappant le monstre en plein dos. Mais à mesure que la fumée se dissipe, il réalise que l'attaque n'était pas assez puissante pour le ralentir, pas du tout. Le sol tremble alors que la bête se rapproche dangereusement. Pensant vite, Rain prend une décision en une fraction de seconde. Il sprinte directement vers le monstre, glissant entre ses jambes pour le déséquilibrer avant de se retourner et de lancer Loki vers Chrysia, qui parvient à peine à le rattraper, de justesse. Tous deux tombent lourdement au sol tandis que Yorar crie à Chrysia de mettre Loki en sécurité afin qu'il puisse s'en concentrer pleinement sur le monstre. Dès que Chrysia est hors de danger, Rain serre fermement sa lance, s'accroupissant bas, tandis que Yorar lance un sort de renforcement de statistiques, l'enveloppant d'une énergie radieuse et puissante. Renforcé, Rain fonce en avant, se faufilant habilement entre les bras massifs du monstre, et bondit haut dans les airs. Enfonçant sa lance directement dans son visage, la créature hurle et se débat sauvagement, prouvant qu'elle est bien plus coriace que prévu et résistante. Avant de saisir Rain en plein vol et de le projeter au sol, la bête furieuse lève sa griffe, prête à l'écraser. Heureusement, Yorar parvient à lancer sa magie de bouclier juste à temps, bloquant le coup dévastateur du monstre et offrant à Rain les précieuses secondes nécessaires pour rouler au loin et retrouver son équilibre. Pendant ce temps, Elik s'avance, écartant les bras tel un chef d'orchestre, tandis que des cercles magiques lumineux commencent à se former autour de lui, l'un après l'autre. L'air vibre d'énergie, alors que 5 cercles se matérialisent autour du monstre, prêts à l'encercler. Loki, observant avec admiration, murmure que même créer 3 cercles à la fois est un exploit impossible pour la plupart des mages. En créer 5 simultanément, c'est la marque d'un véritable prodige. Chrysia cependant esquisse un sourire narquois et lui assure qu'Alec est capable de bien plus encore. À l'étonnement de Loki, Alec va encore plus loin, invoquant 20 cercles magiques en parfaite synchronisation. Le monstre rugit et fonce vers eux, mais Rain bondit sur son dos, plantant sa lance profondément dans sa queue et détournant ainsi son attention, offrant à Alec juste le temps nécessaire pour achever sa préparation. Au moment où Rain s'éloigne, Alec libère son sort. Une déferlante dévastatrice de magie foudroyante s'abat sur la créature, la figeant sur place avec une fureur électrique. Mais avant qu'Alec ne puisse porter le coup de grâce, le monstre esquive étonnamment la prochaine décharge et commence à charger sa propre puissante attaque magique. Chrysia réagit instantanément, lançant un sort aveuglant pour le déséquilibrer, tandis que Yorar conjure d'énormes chaînes magiques pour immobiliser la bête. Saisissant l'occasion, Rain lance sa lance, comme un javelot, empalant le monstre directement à travers le crâne. Pourtant, incroyablement, la créature s'accroche encore à la vie, invoquant une dernière décharge magique. Alec ne bronche pas, il se tient droit, et fait appel à une technique interdite, connue seulement de lui et de ses défunts maîtres aînés, la magie de réflexion. Le rayon du monstre fonce vers lui, mais Alec le dévie avec une puissance doublée, inondant l'immense espace de lumière. Lorsque la fumée se dissipe, le monstre respire à peine jusqu'à ce qu'Alec déchaîne de multiples cercles pour former un brasier ardent, le réduisant en cendres. Rain charge une dernière fois et tranche sa tête nette en deux, mettant fin à la bataille pour de bon. La confrontation enfin terminée, le groupe prend un instant pour reprendre son souffle et célébrer sa victoire durement acquise.
Cependant, leur brève célébration est vite interrompue par Loki, qui s'approche d'eux avec son habituel sourire suffisant, remerciant Alec pour son aide et lui faisant remarquer qu'il sait déjà qui il est, l'ancien magicien de la cour de la capitale royale. Alec répond simplement qu'il a quitté ce poste il y a bien longtemps, ce à quoi Loki ricane, et dit que c'est une grande perte pour le prince et sa stupide compagnie. Puis sans crier gare, il lâche une bombe qui tue instantanément l'ambiance. Le monstre qu'ils venaient de combattre n'était même pas le véritable boss de l'étage, mais simplement l'un de ses sous-boss qui s'était séparé après l'avoir poursuivi à travers le donjon. Cette révélation choque tout le monde. Si un sous-boss leur avait donné tant de fil à retordre, quelle serait la puissance du véritable boss? Loki croise les bras et explique que le boss réel est un nécromancien déguisé en chevalier à l'armure noire, dont la défense physique est presque impénétrable. Leurs armes pourraient même ne pas les gratigner. Il leur dit qu'ils devront compter sur la magie s'ils veulent avoir la moindre chance de survivre. Se tournant vers Alec, Loki sort une vieille baguette magique ornée d'une tête en forme de croix. Au moment où Alec la touche, la baguette se transforme en une épée étincelante et il en reconnaît immédiatement l'ancienne facture. Reign, cependant, plisse les yeux, méfiant de la générosité de Loki, et exige de savoir pourquoi quelqu'un comme Loki remettrait un artefact aussi précieux. Loki se contente de rire, agitant la main d'un geste désinvolte, et dit que c'est parce qu'il compte utiliser Alec comme appât. Selon lui, l'apparence frêle et magique d'Alec attirera le nécromancien directement dans leur piège, permettant aux autres de le prendre en embuscade et de s'attribuer la gloire.